Que cette communication est vraiment en lien, mais immédiat, avec, donc je suis très heureux de la succession avec celle que Tommaso a présentée, parce qu'elle se situe dans le lien entre la philanthropie et des politiques sociales aux États-Unis qui ont été complètement reconfigurées dans les 3 dernières décennies autour de l'idée d'activation, autour de l'idée d'implication des pauvres et autour de l'idée de conditionnalité. Et un des enjeux, au fond, je n'avais pas l'expression en tête, mais Tommaso vient de me la donner, un des enjeux de ce travail de recherche, c'est de mettre en lumière la dimension symbolique de l'incitation, c'est-à-dire de déplacer le curseur par rapport à tout ce qu'on connaît bien, notamment grâce aux travaux d'Elisa Schell sur les dimensions financières ou matérielles de l'incitation, et de se pencher sur la dimension symbolique. L'enjeu théorique de la présentation, il y en a 2, c'est d'étudier donc la philanthropie par le biais de la réception par les destinataires, en s'attachant à qu'est-ce que fait la philanthropie, qu'est-ce que fait une fondation philanthropique aux usagers. Donc on se place du côté de ceux qui reçoivent, et je pense que c'est très important d'opérer à un moment ou à un autre ce déplacement et de recueillir le point de vue, alors par des méthodes diverses, de recueillir le point de vue de ceux qui sont les destinataires. Et je pense qu'en l'occurrence, il y a un gain analytique parce que ça permet de faire ressortir un certain nombre de caractéristiques générales sur les formes du lien social aux États-Unis. Alors là, évidemment, j'ai coupé au cours de la journée beaucoup de choses, notamment en écoutant les exposés qui ont abordé le cas américain. Ça me permettra de tenir un tout petit peu plus que les 7 minutes dont Henri m'a généreusement gratifié. Deuxième point, les enjeux politiques. Les enjeux politiques, je crois qu'on l'a déjà évoqué avec Sabine, il y a une dimension démocratique dans l'étude de la philanthropie qu'on ne peut pas contourner. Les élus retournent vers les citoyens, les acteurs privés marchands à but lucratif sont en permanence confrontés au marché. Et quelle est la forme de retour de la philanthropie? On pourrait dire, quelle est la reddition de comptes auquel se confrontent les philanthropes? Il n'y a absolument aucune évidence là-dessus. Et dans le cas américain, c'est d'autant plus important que la philanthropie est un secteur qui a une place tout à fait décisive dans une société où, et ça, c'est les travaux de Piketty l'ont montré de manière absolument magistrale, dans une société où 10% de la population détient 40% de la richesse et où le 1% le plus riche détient plus d'un 1/5 de la richesse nationale. Donc, une concentration oligarchique dont la philanthropie est le débouché institutionnel. Alors, la méthode utilisée de l'enquête que je vais vous proposer, c'est des observations tout simplement ethnographiques et des entretiens approfondis auprès d'une fondation indépendante. Alors, je reviendrai sur cet acteur, évidemment, qui s'est donné pour objet de lutter contre la pauvreté urbaine dans les quartiers africains-américains de la ville de Boston. C'est une enquête qui a été financée par l'Université Sorbonne Paris-Cité qui nous réunit, la CNAF et la Fondation Caritas, et qui a donné lieu à un certain nombre de publications, ce qui va me permettre de vous renvoyer vers celle-ci et puis du coup d'aborder simplement 1 ou 2 points. Alors donc 5 remarques et une conclusion. Première remarque, qu'est-ce que nous apprend la philanthropie sur le lien social? C'est le deuxième volet que j'ai évoqué ce matin. Qu'est-ce qu'on apporte à l'étude de la philanthropie quand on la prend comme une institution et réciproquement, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur la société? Ensuite, j'évoquerai son rôle spécifique dans ce qu'on a appelé le contexte néolibéral. Je vous présenterai l'enquête de terrain. Par modestie et timidité, je vous présenterai 3,5 résultats, parce que certains n'en sont que des résultats partiels, en tout cas dont je ne revendique qu'une partie de la paternité. Et puis, j'apporterai quelques éléments de conclusion. Donc, je commence. Le premier point, qu'est-ce que nous apprend la philanthropie? C'est peut-être très trivial de le rappeler, mais la philanthropie, son existence, son importance matérielle et symbolique nous apprend ou nous rappelle que les États-Unis, quand on les compare avec les situations ou les pays européens, les États-Unis ne sont pas une société individualiste. C'est une société dans laquelle, évidemment, il y a certains traits qui sont marqués par un très fort individualisme, la primauté, par exemple, de l'individu sur le groupe, le refus de l'État de l'intervention de l'État en matière économique et sociale, l'idée que les pauvres sont pauvres parce que d'abord ils sont responsables de leur situation personnellement, et ce n'est pas l'injustice ou le chômage qui l'explique. Et en même temps, à ces traits bien connus de l'individualisme américain, il y en a d'autres qui apportent des correctifs tout à fait substantiels. On peut mentionner le conservatisme moral, la prégnance de la religion et la philanthropie elle-même, sa stabilité dans le temps et son importance
en termes de redistribution, nous donne une indication de l'insuffisance de cette détermination individualiste de la société américaine. Donc la philanthropie nous montre à quel point, et ça a été mentionné par Elisa aussi ce matin, à quel point le terme de volontarisme, alors non pas entendu au sens où on fait preuve de volontarisme politique pour changer la réalité, mais bien plus le volontarisme entendu comme la manière dont l'individu est la cellule de base de la société et qui va se projeter, se prolonger dans une société dans laquelle il entre volontairement. Au fond, ce volontarisme est une autre forme d'articulation du collectif et de l'individuel. Ce n'est pas moins collectif que les formes de socialisation qu'on trouve dans les pays européens. Et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel, parce que quand on raisonne sur l'importation du phénomène philanthropique en France ou sa croissance, eh bien, on est amené à saisir des formes d'organisation sociale qui se rattachent à cet autre type de lien social qui n'est pas simplement, encore une fois, un repli privé, qui est une autre manière d'organiser le lien entre l'individu, le collectif, une autre manière de mettre en forme le lien entre liberté et obligation dont on a parlé déjà à de nombreuses reprises ce matin. Deuxième point, la philanthropie à l'ère néolibérale, la philanthropie dans le contexte spécifique que j'ai mis en lumière ce matin dans l'introduction. D'abord, rappeler qu'aux États-Unis, alors là aussi, comme en matière d'inégalité, les États-Unis sont largement un outlier, une société spécifique. La période est caractérisée par un démantèlement quasi systématique des droits sociaux qui sont accordés aux personnes en situation de pauvreté. Un démantèlement quasi systématique qui va de pair, c'est beaucoup moins souligné, avec une délégation, elle aussi, quasi systématique de la fourniture de services sociaux à des acteurs privés. Donc au fond, on a dans les 2 ou 3 dernières décennies, et notamment depuis la grande réforme de l'assistance en 1996, le principe du workfare qui est bien connu, les pauvres doivent aller travailler s'ils veulent recevoir de l'argent, mais en plus, on a une transformation de l'organisation qui a reporté vers le niveau local et qui a donné au secteur privé un rôle d'intermédiation. Il n'y a plus de droits sociaux, il n'y a plus de bureaucratie, il y a au niveau local des associations, des acteurs privés qui mettent en relation des ressources et des populations qui doivent faire quelque chose pour les obtenir. Donc ça, c'est une transformation très importante, et c'est une action très importante parce qu'elle a donné sa matière, elle a donné un contenu à l'alliance, c'est-à-dire à la coalition qui, depuis le début des années 80, existe entre les progressistes et les conservateurs pour stabiliser les déductions fiscales dont bénéficie le secteur à travers notamment ce statut, ce qui fait que le rôle de notre collègue Michael Zemmour, qui étudie les lignes fiscales de la philanthropie aux États-Unis, son rôle est beaucoup plus simplifié aux États-Unis que ce n'est le cas en France, parce qu'il y a beaucoup moins d'articles du Code général des impôts à étudier. Il y a un statut fiscal spécifique qui ouvre le droit à tout un ensemble de mécanismes de déduction fiscale, et la philanthropie et les associations sont rattachées à un seul et même statut fiscal. Mais ce qui est intéressant, c'est que gauche et droite, libéraux et conservateurs, ont mené tout un lobbying, une coalition. Ils sont d'accord sur rien, ni sur le changement climatique, ni sur le rôle de l'État. Ils sont simplement d'accord pour maintenir les déductions fiscales de leur secteur. Et cette coalition, elle s'est construite dès les années 70 et elle continue de perdurer, ce qui donne au secteur une très grande stabilité et ce qui lui a permis, je fais juste une remarque incidente, de faire bouger les frontières, notamment du financement de la vie politique. Ce qui explique aujourd'hui la place très importante d'acteurs philanthropiques dans le financement de la vie politique aux États-Unis. Alors, ce qui est très frappant, mais qui fait résonner beaucoup des choses qui ont été dites aujourd'hui, c'est que malgré cette coalition et la stabilité de cette coalition, il y a une construction identitaire du secteur philanthropique qui est clairement faite contre l'État. C'est-à-dire qu'il y a une alliance, on va dire, une interpénétration matérielle qui va de pair avec une opposition identitaire entre la philanthropie et l'État. Et l'utilisation par les acteurs philanthropiques du registre de la dépendance pour désigner les populations pauvres, qui serait donc dépendance de l'assistance étatique, est extrêmement significative. Ça a été souligné par Sabine et encore par Tommaso, est extrêmement significatif de cette forme d'identification en opposition à l'État. Alors, évidemment, et c'est le deuxième point sur le rôle et la place de la philanthropie dans le contexte néolibéral, eh bien, c'est de voir que dans un contexte, encore une fois, marqué par une augmentation, une concentration des ressources en haut de la hiérarchie sociale, vous avez 2 phénomènes très particuliers par rapport aux périodes antérieures.
c'est d'abord une lutte entre différents secteurs des élites économiques qui se jouent à travers la philanthropie. Et de ce point de vue-là, le travail de Nicolas Guillot est toujours salutaire à rappeler, des élites financières contre des élites industrielles. C'est ça qui se joue dans la forme d'émulation qui donne lieu au renouveau philanthropique. Et surtout, un point très important qui n'a pas été souligné si souvent, c'est que les Rockefeller ou les Carnegie du début du XXe siècle étaient des gens, donc Sylvain a parlé de barons voleurs, c'était des gens extrêmement impopulaires et qui devaient se racheter une bonne image ou une bonne conscience malgré l'exploitation auquel ils donnaient lieu par ailleurs, alors qu'aujourd'hui, les philanthropes contemporains jouissent d'une aura et d'une présomption de compétence et de rationalité qui n'est absolument pas contestée. Je veux dire, personne ne conteste à Bill Gates son savoir-faire industriel, son savoir-faire technologique et sa légitimité à intervenir dans les affaires publiques. Aujourd'hui, simplement, ça c'est le point général, aujourd'hui c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai, et pour une raison qui est tout à fait en lien avec le propos de la journée, c'est que les Américains se rendent compte que Bill Gates n'est pas seulement le financeur des programmes de lutte contre la malaria en Afrique, mais Bill Gates est aussi, comme on l'appelle, le surintendant non élu du ministère de l'Éducation, c'est-à-dire que la fondation Bill et Melinda Gates est le principal financeur de l'équivalent américain du ministère de l'Éducation nationale. Et quand Bill et Melinda Gates définissent ce qu'il y a dans les manuels scolaires de tous les enfants des États-Unis, là, on commence à se poser des questions en termes d'enjeux démocratiques du rôle de la philanthropie. Voilà. Donc, ces deux remarques initiales me permettent, à mi-chemin des 7 minutes, de passer à l'enquête de terrain et alors, de dire que je me situe dans un contexte, et donc le contexte de la ville de Boston, qui est une ville de la côte Est, une ville très libérale politiquement, libérale au sens américain, c'est-à-dire une ville progressiste, et que la philanthropie dans le contexte progressiste est très différente de la philanthropie qu'on va trouver dans les États du sud des États-Unis, les États républicains, où la philanthropie est une pratique beaucoup plus populaire. Au fond, la philanthropie des États de la côte Est et de la côte Ouest est une philanthropie élitiste. Une philanthropie élitiste qui est très différente de la philanthropie plus populaire des États républicains. Et évidemment, l'État des Mormons étant l'État qui actualise le mieux la philanthropie populaire, puisque chacun des citoyens de l'Utah donne 10% environ de ses revenus à l'Église à laquelle il appartient. Et c'est l'État qui a le plus haut niveau de dons par rapport aux revenus. Donc, j'ai étudié dans la ville de Boston une fondation indépendante et une fondation qui a misé une somme assez importante dans le contexte local, 10 millions de dollars sur 5 ans, et qui a un personnel relativement nombreux, puisqu'elle dispose de 15 salariés environ pour mener ses actions. Et cette fondation, quand on regarde son organisation, elle nous dit des choses déjà très intéressantes. D'abord, elle nous dit que c'est une fondation non-profit, c'est-à-dire c'est une fondation qui finance, qui fait des appels à projets, des bourses, et qui en même temps met en œuvre un certain nombre de programmes directement. Et ça, je crois que c'est un des traits très novateurs dans le contexte contemporain, c'est le brouillage de la frontière entre les financeurs et ceux qui mettent en œuvre. Et le souhait, et une des raisons du développement contemporain de la philanthropie, c'est le souhait de ceux qui financent d'être impliqués personnellement dans la mise en œuvre des programmes et donc de les suivre au plus près de l'action. Alors, qu'est-ce que fait cette fondation ? Elle organise d'abord la communauté locale. Alors, par communauté locale, on entend les habitants qui souhaitent et sont en capacité de se réunir pour améliorer les conditions sociales et environnementales dans lesquelles ils vivent. Donc, la fondation organise des réunions publiques et elle se donne un rôle, et c'est très important, de structuration et de coordination du secteur associatif local. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment, on néglige totalement le rôle de la philanthropie si on s'intéresse simplement à son bilan comptable. En fait, le rôle de la philanthropie, ça ne coûte pas cher, Tommaso l'a dit sur les 6 maisons, mais c'est un rôle d'abord de coordination d'acteurs associatifs qui sont les uns et les autres potentiellement en relation avec les pouvoirs publics, mais que les pouvoirs publics n'organisent pas entre eux. Et là, il y a un rôle de structuration qui apparaît. Et donc, elle structure le secteur associatif, elle structure aussi le secteur éducatif, c'est-à-dire que c'est la fondation qui fait travailler ensemble les écoles publiques, sous contrat et privées des quartiers pour les amener à avoir des politiques qui soient plus adaptées aux parents,
aux élèves à qui ils ont affaire. Et enfin, cette fondation, elle s'attache à développer ce qu'on appelle le small business, c'est-à-dire les petites entreprises. Et là, c'est extrêmement intéressant par rapport à des enjeux plus larges. C'est qu'évidemment, on peut dire à première vue que le fait qu'une fondation philanthropique issue de la richesse d'acteurs financiers qui réinvestissent dans le social, c'est cohérent qu'elle investisse dans l'entrepreneuriat, dans les petites entreprises pour les habitants démunis. Et en même temps, c'est aussi une réponse très pragmatique à une situation dans laquelle une très grande partie des habitants de ces quartiers étant passés par un épisode d'incarcération, l'accès à l'emploi formel et stable leur est tout simplement impossible. Ils sont enregistrés sur des fichiers qui les empêchent de réintégrer la main-d'œuvre, le marché du travail officiel. Donc c'est en fait une situation très pragmatique pour contourner les effets de longue portée d'éléments de la régulation des politiques sociales et pénales dans le contexte américain. Et enfin, dernier point, c'est une fondation qui met en œuvre ce qu'on pourrait appeler une idéologie de la soutenabilité, ça aussi qui est tout à fait convergent avec ce qu'a dit Sabine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action que la fondation puisse mener qui ne doivent être appropriées par les usagers, par les habitants, par les destinataires. Il ne s'agit en aucun cas de redupliquer une bureaucratie de l'État, il s'agit de donner aux gens pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes et être autonomes, donc ils cèdent à s'aider eux-mêmes. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant parce que tous ces acteurs ont un seul mot d'ordre à la bouche, c'est « teach a man to fish », donc apprendre plutôt que donner du poisson aux gens pour les rendre dépendants, apprenez-leur à pêcher. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le contexte américain, une grande partie des acteurs que j'ai interviewés me disent « c'est un proverbe biblique ». Alors, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, c'est un proverbe chinois, mais le fait de le présenter comme un proverbe biblique lui donne évidemment la légitimité qui permet d'en faire un credo d'action légitime et tout à fait accepté de manière consensuelle. Donc voilà, ça c'était juste sur l'idéologie, mais c'est une idéologie qui n'a pas simplement un enjeu discursif, c'est une idéologie qui a des effets très concrets en termes de structuration de l'action. Je passe à une présentation très rapide. J'ai dit c'est une fondation qui intervient sur un seul territoire. Alors le territoire, il est donc dans le cercle noir, vous voyez la ville de Boston. Le territoire sur lequel intervient cette fondation est délimité par le cercle noir. Et ce cercle noir, vous voyez les points rouges, c'est la population africaine-américaine. Donc vous voyez ce cercle, en fait, c'est la pauvreté urbaine qu'on cherche à atteindre. En réalité, c'est la population africaine-américaine, mais là aussi, dans le cadre de construction, d'appel aux dons qui soient susceptibles d'avoir l'écho le plus large, il vaut mieux euphémiser la dimension raciale plutôt que de la mettre en avant. Ça aussi, c'est intéressant par rapport à la vision qu'on a en France d'une évidence des catégories raciales aux États-Unis. Ce n'est pas du tout évident. Le fait qu'on contourne la catégorisation raciale, même si on cible des Africains-Américains, est tout à fait net. Alors, cette population africaine-américaine, évidemment, elle est très pauvre. Vous voyez en bleu les taux de pauvreté dans la ville et vous voyez donc la surreprésentation de la pauvreté dans ces quartiers africains-américains. Donc, c'est des quartiers ségrégés et paupérisés de la ville de Boston. Et en proie, chaque petit point rouge là représente un homicide commis entre 2008 et 2010. Donc c'est vraiment les lieux où se concentre la violence interpersonnelle. Évidemment aussi, mais ça c'est moins dans les statistiques, la violence institutionnelle des pouvoirs publics contre cette minorité, dont malheureusement l'actualité ne donne que trop d'exemples. Et donc vous avez un lieu qui concentre des populations minoritaires, qui concentre la pauvreté et qui concentre la violence interpersonnelle et institutionnelle. Et qu'est-ce que fait la philanthropie? Qu'est-ce que fait cette fondation pour répondre? Elle organise, donc la photo est issue du terrain, mais que vous ne voyez ou qu'à peine, étant donné le soleil. Enfin, simplement, c'est des tables rondes qui sont organisées. À gauche, vous avez la photo d'enquête et à droite, vous avez la photo de Bill et Melinda Gates au milieu de travailleuses du sexe indiennes. Donc, l'idée de ces actions, c'est au niveau local de mettre en coprésence les philanthropes et les populations les plus démunies, avec l'idée que tous les échelons intermédiaires sont des échelons superflus qui vont empêcher le concepteur de l'action de tirer la ressource de connaissance et la ressource de capacité d'action de là où elle se trouve, c'est-à-dire des publics eux-mêmes. Et donc voilà, vous voyez bien qu'il y a même dans la proximité juste visuelle, alors même si vous ne voyez pas, croyez-moi, dans la proximité visuelle, on voit
à quel point on a là des dispositifs qui sont stabilisés, qui sont susceptibles d'être redupliqués dans différents contextes. Donc ce que cherche à faire cette fondation, c'est de passer d'un état de désorganisation sociale à un état où une communauté intégrée fait dialoguer ces différentes composantes de manière sereine, apaisée, l'échange marchand étant un petit peu considéré comme le lien social emblématique et le lien social qu'il faudrait viser. Alors, trois points, et je vais très rapidement vous sauter les extraits d'entretien pour aller aux conclusions qui vont présenter les résultats. Alors, d'abord, juste un mot préalable, c'est que, évidemment, cette organisation philanthropique, cette scénographie extrêmement élaborée à laquelle elle donne lieu, est un élément de légitimation, est un élément de justification des ressources ou de la concentration des ressources qui la rendent possible. Ça, c'est un premier point, et c'est le résultat dont je ne revendique qu'une demi-paternité, tellement il a déjà été bien établi. L'autre point de contexte plus large, c'est que ces actions philanthropiques et associatives sont aujourd'hui les principales ressources dont peuvent bénéficier les populations dans ces quartiers. Encore une fois, le démantèlement de l'État social a pris des proportions telles que sans ces ressources privées, il y aurait à peu près, et je dis bien à peu près parce qu'il y a quelques exceptions, aucun accès à des ressources stabilisées. Donc en fait, ces acteurs ont un rôle tout à fait décisif dans la survie et dans les ressources matérielles dont peuvent bénéficier ces populations. Mais ce n'est pas du tout ce point de vue qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est d'abord, et là je rejoins complètement ce que Thomaso a présenté, c'est d'abord à travers une modalité collective de l'intervention sociale et non pas une assistance individuelle, bureaucratique, sur le travail sur des cas, eh bien, c'est de jouer sur l'incitation symbolique et de la mise en capacité collective des habitants par leur propre réunion. Ça, c'est le premier point qui est extrêmement significatif, c'est que la philanthropie est une modalité qui va recollectiviser le lien aux pauvres par opposition symbolique avec les pratiques de l'assistance étatique qui sont conçues comme très, très individualisantes et au détriment des pauvres. Alors, cette forme d'approche, quand on se penche du point de vue des usagers, quand on se penche du point de vue des pauvres, qu'est-ce qu'on voit? Qu'elle trouve un écho en fait extrêmement fort dans certaines catégories de la population très spécifiques mais très centrales dans nos sociétés. Pour le dire vite, les habitants qui adhèrent à ce type de démarche sont ceux qui sont juste au-dessus des seuils d'éligibilité de l'assistance. On va dire trop riches de quelques dollars pour être aidés par l'État, mais trop pauvres pour s'en sortir par leurs propres moyens, pour sortir des quartiers dans lesquels ils vivent. Et donc, il y a des strates du monde populaire qui vont pleinement s'identifier à ce refus de l'État que véhicule la philanthropie. Et ça nous apprend quelque chose de très important, c'est que la philanthropie est comme tout acteur, un acteur qui va trouver des ressources de légitimité dans certains endroits très spécifiques de la société, dans une stratification extrêmement fine. Là, en l'occurrence, les catégories, ce qu'on pourrait appeler les catégories populaires en France, ou les strates inférieures des catégories populaires, celles qui sont à la lisière de la pauvreté et qui vont s'identifier avec ce refus de l'État. Donc ça nous invite à prêter une attention à ce qu'Olivier Schwartz appelait les petites différences à l'intérieur de catégories sociales qui peuvent être vues comme étant homogènes de l'extérieur. Et donc, pour conclure, évidemment, quand on regarde non seulement le discours, mais aussi les pratiques de ces acteurs, on peut avoir tendance à penser qu'ils contribuent à une forme de dépolitisation assez radicale des formes d'action et de la société américaine en général. Je veux dire, la place des philanthropes est telle dans cette société qu'on peut se dire, au fond, ça contribue à une érosion ou à une diminution au fond, des débats ou de la discussion sur les phénomènes structurels de classe, de race ou de genre. Et en l'occurrence, je crois que cette interprétation-là, elle doit être contestée. Parce que si on s'intéresse au discours des acteurs, si on s'intéresse aux formes de mobilisation qui apparaissent, on voit, je vais le dire très rapidement, qu'il y a un continuum entre ces formes d'action et des formes de mobilisation. C'est-à-dire que les salariés de la Fondation sont aussi des activistes qui luttent contre les abus de la police, contre l'incarcération de masse des Africains-Américains, contre les crédits hypothécaires à des taux usuraires qui sont pratiqués dans ces quartiers, contre les formes de prédation économique
dont les populations sont victimes. Et donc, je pense que c'est un intérêt de ce type d'enquête, c'est de nous aider à repenser le lien entre les critères de politisation qu'on peut avoir et le sentiment très général d'action qui ont pour effet de dépolitiser plutôt la lutte contre la pauvreté.